Cette semaine, j'ai eu le plaisir de présenter une petite conférence à une dizaine de chefs d'entreprise sur l'entretien annuel. Alors, on n'a pas parlé de l'entretien annuel dans sa globalité, parce que j'avais que 45 minutes. Mais par contre, on a beaucoup parlé des éléments clés, des points clés, de ce que je vois beaucoup dans les formations sur l'entretien annuel, puisque on a une formation sur l'entretien annuel complète qui va justement de pourquoi on fait l'entretien jusqu'à comment faire le déroulé et comment continuer après. Je vais revenir dessus. Et ça, vous le trouvez dans les commentaires juste en dessous, vous aurez le lien. Mais c'était de revenir sur des points importants, des points qui me paraissent vraiment primordiaux pour pouvoir bien réussir son entretien annuel. Je veux dire, on a plus parlé limite de l'idée, de la philosophie de l'entretien annuel, plutôt que les côtés pratiques, encore une fois, que je réserve pour la formation en elle-même. Et comme c'était vraiment très intéressant, au final, on a passé plus de 2 heures et demie, je me suis dit, j'allais reprendre ces éléments pour faire cette vidéo, parce que l'entretien annuel, c'est un outil extraordinaire en management. Ça devrait être la base du management, ça devrait être le socle pour tous les managers. Et souvent, très très souvent, il est pris à l'envers. Alors quand je dis il est pris à l'envers, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là, et puis vous donner quelques éléments, encore une fois, clés qu'il faut avoir en tête pour réussir son entretien. Premier élément que je voulais présenter, alors je suis très content, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux et si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'une de mes passions, c'est le foot américain. J'ai créé un club il y a quelques années, c'est le Minotaur, et la photo que vous avez là, c'est, l'équipe de foot américain du Minotaur cette année. Alors cette année, c'est une année particulière puisque le Minotaur est monté en deuxième division nationale. Très, très content. Pourquoi on l'a fait? Parce que comme on le voit sur cette photo, on a la moitié des joueurs qui sont des joueurs nouveaux, c'est leur première saison, mais ultra motivés. Puis l'autre moitié, ce sont des joueurs qui sont plus expérimentés, plus anciens. Souvent d'ailleurs, ils finissent leur carrière sur cette marche de D2, ils sont très contents de pouvoir le faire. Par contre, ils sont, peut-être un peu moins motivés puisque c'est leur dernière saison. Et donc on a la moitié des joueurs qui sont très motivés et la moitié des joueurs qui sont très expérimentés. Ça va être intéressant. Et en fait, le résultat, c'est que nous sommes derniers du classement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai tiré comme conclusion? La conclusion, c'est qu'il y a 2 paramètres dont il faut tenir compte dans le management, c'est la compétence et l'attitude. Encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux, vous entendez que c'est quelque chose que je répète souvent. La compétence et l'attitude. On a la moitié des joueurs qui sont très compétents et l'autre moitié des joueurs qui a une très bonne attitude. Et ben, ça suffit pas. Il faut la compétence et il faut l'attitude, pas la moitié de chaque. Il faut la compétence et il faut l'attitude pour obtenir les résultats. C'est le premier élément que j'ai souligné avec les chefs d'entreprise et que je vous demande de bien prendre en compte maintenant, c'est que les résultats sont un indicateur de pilotage. J'insiste bien, les résultats sont un indicateur de pilotage. Ils ne doivent jamais être une fin en soi en eux-mêmes. Courir après un résultat, courir après avoir l'objectif, le target du résultat et mettre la pression sur les résultats, bah, si on n'a pas les compétences et l'attitude, ça marche pas beaucoup. Pourquoi j'insiste autant sur les compétences et les attitudes? Vous avez un collaborateur qui est très compétent, mais vous savez, c'est ce collaborateur auquel vous pensez peut-être, qui traîne un peu les pieds, qui commence par dire non, qui a un petit peu du mal à se mettre en mouvement sur les nouveautés. Il a la compétence et il n'a pas l'attitude. C'est très agaçant parce que vous savez le pouvoir, la puissance qu'il peut avoir dans son travail et pourtant, on n'a pas le résultat qu'on veut. De l'autre côté, vous avez ce collaborateur qui a une très bonne attitude, c'est un vrai plaisir de bosser avec lui, sauf qu'il n'a pas encore la compétence. Alors il est très sympa, mais il n'est pas au niveau attendu et il ne donne pas les résultats que j'attends. Compétence et attitude. Quand j'ai les deux, quand j'ai la compétence et quand j'ai l'attitude, les résultats vont en découler. Donc j'insiste bien, vous devez vous concentrer pour développer la compétence et développer l'attitude pour ensuite obtenir les résultats. Et donc, si vous n'avez pas les résultats que vous espérez, c'est probablement que vous avez un problème de compétence ou un problème d'attitude. C'est quelque chose, je dirais, intuitivement que vous savez déjà. Que vous ayez été concerné directement ou que en tant que parent, vous soyez concerné maintenant, le bulletin de notes, le relevé de notes, une note tout simplement. Quand vous avez un enfant qui revient avec une mauvaise note, on ne va pas se concentrer sur la note en elle-même, parce que lui dire, tu as eu 4, tu as eu 5, tu as eu 6, il faut que tu fasses un effort, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu aies 12, 14, 15, bah, mettre cette pression-là, vous pouvez la répéter 5 fois, 10 fois, 15 fois, vous pouvez même me menacer, ça va pas beaucoup m'aider. Très, très vite, on va se concentrer sur pourquoi tu n'as pas une bonne note, qu'est-ce que tu n'as pas compris, comment je peux t'aider à améliorer, comment je peux t'aider à rattraper. Et je vais me concentrer sur comment améliorer la compétence de l'enfant, comment améliorer la compétence du collaborateur, c'est un parallèle direct. Ce qui me fait dire souvent qu'il faut avoir de la pression d'abord sur le résultat, ce qu'on appelle la pression finale. Je vais annoncer un résultat, je vais donner un objectif, mais très très vite, cette pression devient inutile. Mon collaborateur, il connaît l'objectif. On va réduire cette pression sur cet objectif qu'il connaît. Est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas, ça c'est un autre sujet. Mais par contre, je vais de plus en plus me concentrer sur comment faire pour qu'il atteigne l'objectif. Et justement, plus les résultats ont du mal à arriver, plus je dois baisser la pression sur le résultat, la pression sur le résultat final, et augmenter ma pression, ce qu'on appelle instrumentale, sur le comment. Comment tu vas faire, comment tu vas t'y prendre, comment je peux t'aider. Si on ne garde que la pression sur le résultat, encore une fois, vous allez avoir l'effet inverse. Dire à un enfant
il faut que tu aies 5, il faut que tu enfin, si tu as 5, il faut que tu aies 12, il faut que tu aies 15, il faut que tu aies 20 et qu'il ne sait pas comment faire, il va se faire un blocage parce que de toute façon, la pression va augmenter et je ne vois pas comment faire. Donc la pression ne fait que augmenter, mais il y a aucune solution. Ça va craquer à un moment et il va y avoir un blocage complètement par rapport à ça. Donc rapidement, je reprends. Qu'est-ce qui est important? Les compétences et l'attitude. L'attitude, c'est-à-dire l'envie, la compétence, la capacité à faire. Tous les gens avec qui je travaille, tous les gens que je fréquente au quotidien, tous les gens que je rencontre font de leur mieux. J'insiste bien, tous les gens font de leur mieux. Interrogez-vous d'ailleurs vous-même, vous faites certainement de votre mieux, quelle que soit votre situation, quels que soient vos résultats, vous faites de votre mieux. Et je dis bien quel que soit le résultat. Probablement que certains d'entre vous se disent: «Ah, c'est très sympa ce qu'il dit Damien, mais il connaît pas machin, il connaît pas bidule. Appelez-moi, on en discute et je vous montrerai à quel point il fait de son mieux et ses priorités sont peut-être pas les vôtres, tout simplement. Mais j'insiste bien, tout le monde fait de son mieux. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? C'est que quelqu'un qui n'obtient pas les résultats, que ça soit un enfant qui a une mauvaise note, que ça soit un collaborateur qui a du mal à atteindre son objectif, dans les 2 cas, vous avez quelqu'un qui fait de son mieux. Et comme il fait de son mieux, s'il n'y arrive pas, bah, c'est pas qu'il fait exprès, c'est qu'il n'y arrive pas. Il ne sait pas comment faire. J'insiste bien, il ne sait pas comment faire. Vous avez un collaborateur qui a la bonne attitude, s'il n'arrive pas à obtenir les résultats, c'est qu'il n'a pas la compétence. Vous avez un problème de compétence. Si vous avez un collaborateur qui a toute la compétence et qu'il n'y arrive pas, vous avez un problème d'attitude. Là, il cherche à attirer votre attention. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Il cherche à attirer votre attention. De fait, on va se concentrer un peu plus sur la partie compétences. Le collaborateur qui n'arrive pas à faire les résultats que vous lui demandez, malgré son envie, c'est probablement qu'il ne sait pas comment faire. Et là, on va rentrer sur l'intérêt complet de l'entretien annuel. Ce que j'observe souvent, ce qui est probablement votre cas, c'est qu'on va définir des objectifs de l'entreprise, et lors de l'entretien annuel, on va donner ces objectifs. Voilà, ton objectif cette année, c'est de faire tel chiffre, c'est de réduire les accidents de qualité de temps, c'est d'améliorer la sécurité sur ces indicateurs-là. OK. Et toute l'année, on va avoir des réunions de contrôle, on va faire du pilotage, on va faire un point sur tout ça. Et à la fin de l'année, on va faire un bilan basé sur les indicateurs clés qui sont ceux qu'on a définis avant, qui sont ceux de l'entreprise, pour voir l'écart entre l'objectif que je t'ai donné et l'objectif que tu as finalement atteint. Voir l'écart entre l'objectif que je t'ai donné et l'objectif que tu as atteint. En fait, quand je vais mesurer cet écart, je vais mesurer quoi? Je vous ai dit avant, si quelqu'un n'arrive pas à faire le résultat, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Donc en fait, quand je mesure l'écart entre l'objectif demandé et l'objectif atteint, je mesure l'écart entre la compétence du collaborateur réelle et la compétence que j'attendais de lui ou que je pensais qu'il avait. S'il a la compétence, il peut faire le résultat. Puisqu'il n'a pas fait le résultat, c'est qu'il n'a peut-être pas la compétence. Comme c'est inutile de lui mettre la pression s'il n'a pas la compétence, il ne sait pas faire. J'ai un collaborateur à qui j'ai demandé de faire 100, il a fait 80. Il a fait de son mieux, il a fait 80. Quel est l'intérêt d'aller voir? Il faut dire, écoute, l'année prochaine, je te mettrai 120. J'ai déjà pas réussi à faire 100. Eh bien, c'est complètement inutile. Par contre, de comprendre pourquoi il n'a pas réussi à faire 100, il n'a fait que 80, d'où vient l'écart, bah, ça va me permettre de savoir sur quoi travailler. Et donc, sur quoi travailler, c'est-à-dire que cette année, mon objectif ne va pas être de le bousculer à 120, 130, 140, mais de comprendre quels sont les outils qui lui manquent, la technique qui lui manque, la connaissance qui lui manque pour ne pas réussir les 100, pour justement pouvoir corriger et l'amener au niveau au moins des 100 et peut-être plus. Si j'ai compris le levier et que grâce à une formation, je peux lui débloquer la problématique qui l'a empêché d'atteindre l'objectif, quelque part, tout est possible. Et donc, vous voyez bien que ce qui va devenir intéressant, c'est pas l'objectif de l'entreprise, mais comment je fais grandir la compétence du collaborateur pour lui permettre d'atteindre l'objectif de l'entreprise. Donc, mes objectifs lors de l'entretien ne sont pas les objectifs de l'entreprise, mais les objectifs lors de l'entretien annuel doivent être des objectifs de développement des compétences du collaborateur. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, on va voir encore une fois comment les objectifs ont été atteints pour mesurer l'écart. Et puis ça me permet quoi? Ça me permet aussi de me rendre compte que mon collaborateur qui a peut-être pas le niveau, ça y est, j'ai compris pourquoi il n'a pas fait 100, il a fait que 80. Il lui manquait une compétence, j'ai compris. Bah, c'est pas la peine, encore une fois, de lui mettre 120 l'année prochaine pour rattraper, il n'y arrivera pas. Peut-être déjà lui remettre 100, peut-être même lui mettre 80, parce que 80 et assurer 80, je suis sûr de l'avoir. Est-ce que la formation que je vais lui demander va lui permettre de passer cette année de 80 à 100? Si je sais que c'est pas possible, bon, si on parle d'une formation en langue étrangère, c'est pas en 6 mois ou en 1 an que vous allez devenir bilingue. Donc il va falloir plus de temps. Donc même rattraper ce retard de compétences va être plus long que sur une année. Donc je vais devoir réfléchir à mon objectif d'entreprise en fonction des compétences que j'ai. Je vais réfléchir à mon objectif d'entreprise en fonction des compétences que j'ai. Et de fait, je vais pouvoir définir des objectifs cohérents avec les compétences de mes collaborateurs, actuels ou à venir dans un court terme. Et de fait, j'ai plus de chances d'avoir une cohérence, un résultat qui tient la route, à expliquer à mon banquier, à mes actionnaires, pour calculer mes investissements, etc., puisque je sais qu'ils sont
capables de faire. Et comme je sais qu'ils sont capables de faire, je peux mettre la pression pour suivre et pour obtenir les résultats que j'attends. Si j'ai bien pris conscience qu'ils ne sont pas capables de faire, ça sert à rien d'insister. De fait, l'intérêt de l'entretien, ça va être surtout de voir, encore une fois, de scanner toutes les compétences attendues du collaborateur, toutes les compétences attendues. Et je vous ai montré quelques exemples sur ce schéma. C'est qu'on parle des compétences techniques, j'ai envie de dire évidemment, compétences relationnelles, compétences organisationnelles, compétences d'innovation et compétences managériales. On va scanner toutes les compétences qui sont attendues pour voir avec le collaborateur s'il est au niveau attendu, s'il est au-delà des attentes parce qu'il maîtrise le sujet, s'il est un peu en retard, est-ce qu'il peut expliquer une partie de ses difficultés, ou s'il est très très en retard et qu'est-ce qu'il peut aussi expliquer ses blocages par rapport à des missions que je lui demande. Il ne sait pas faire, donc ça va être très compliqué pour lui. Et l'intérêt de l'entretien, en faisant le bilan de toutes ses compétences, ça va être de voir cet écart pour pouvoir être capable de l'aider à grandir, parce qu'une fois qu'il aura grandi, il sera en capacité de faire ce que je lui demande. Tant que ce n'est pas le cas, et tant que je ne le vois pas et tant que je l'ignore, on va avoir un discours de sourd, puisque moi je vais être en exigence, et lui va essayer de m'expliquer pourquoi il ne peut pas, et je peux interpréter souvent comme il ne veut pas. Il peut pas, il veut pas, et moi je demande, et puis on a un dialogue de sourds, et on a une tension qui se crée, et cette tension, avec le temps, bah, elle va se scléroser. Moi je vais continuer à exiger très fort, voire même à un moment commencer à baisser les bras, et quand je dis toujours, quand on commence à baisser son niveau d'exigence avec un collaborateur, bah, c'est un peu le début de la fin. Quand je commence à ne plus croire en quelqu'un, je vais plus faire les efforts qu'il faut et on part dans une spirale négative. Toujours être dans cette spirale positive de sortir par le haut. Tant que j'ai un collaborateur qui a la bonne attitude, ben, je vais pouvoir exiger de lui de grandir, de progresser, à condition de l'aider, à condition de l'accompagner, pour l'amener au niveau qui est attendu. Un collaborateur qui grandit, un collaborateur qui s'épanouit, un collaborateur qui va avoir de plus en plus de facilité à faire son travail parce qu'il a les outils, les connaissances pour le faire facilement, ben, prend plus de plaisir dans son travail, tout simplement. Tout est difficile avant d'être facile. Tout est difficile avant d'être facile. Donc quand j'ai un collaborateur que j'emmène sur une mission nouvelle, c'est d'abord difficile. Si je ne fais que lui mettre la pression et le faire paniquer, ça va rien faciliter et à un moment, il va jeter l'éponge et il va partir. Soit, honnêtement, je dirais en me regardant droit dans les yeux, soit moi, je vais l'envoyer en burn-out, soit je vais l'envoyer en arrêt maladie, soit je vais l'envoyer ailleurs parce qu'il maintenant, il va dire stop, là ma démission et j'arrête. Parce que j'ai mis beaucoup de pression sans l'aider à améliorer son niveau de compétence et l'amener au niveau de compétence que je souhaitais. Par des formations, par des accompagnements, par du coaching, des étapes petit à petit pour qu'ils apprennent de par lui. Mais il y a un schéma. Si je me contente d'exiger du résultat, encore une fois, je le répète, je vais juste mettre la pression. Notre priorité lors de l'entretien annuel, c'est de s'intéresser aux compétences qu'a le collaborateur pour mesurer les compétences qu'il n'a pas et l'écart qu'il a avec ce qui est attendu. Et de fait, derrière, on va créer un plan d'action par rapport à ça. Un vrai truc, sur lequel vous devez vous concentrer pendant l'entretien. L'entretien annuel, c'est le moment du collaborateur. Vous êtes là pour écouter le collaborateur. Donc il faut le faire parler. Et le truc que je vous donne très très simple, c'est que sur chacune des compétences, on va poser toujours la même question. Comment tu t'évalues au niveau attendu, au-delà des attentes, partiellement acquis ou insuffisant? Comment tu t'évalues et sur quoi tu te bases? Pourquoi tu dis que tu te sens au niveau, au-dessus ou en dessous? J'insiste bien pour les 4, hein. On peut être tenté de s'intéresser que, bah, il a mis insuffisant, pourquoi? Parce que peut-être qu'il se sous-estime. Il a mis au-delà des attentes. Ouais, pourquoi? Parce que je vais le calmer un petit peu. Non, non, mais quand il met au niveau attendu, j'ai besoin de savoir aussi sur quoi il se base. Quels sont les faits observés qui permettent de dire: «Oui, je suis au niveau attendu». J'insiste bien, quels sont les faits observés? Il faut se baser sur l'observation des faits, sur des choses factuelles, pas des ressentis, pas des idées. Qu'est-ce que j'ai pu mesurer, constater? Un mail d'un client, des chiffres évidemment, des indicateurs qu'on a donnés, des retours d'autres collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai de concret qui me permet de mesurer mon efficacité, ma progression, les éléments qui me disent: «Voilà à quel niveau je suis». Pourquoi? Parce que même si on n'est probablement pas loin d'être d'accord, la perception du collaborateur est peut-être pas la bonne. Un autre point qui me semble vraiment important à souligner, c'est que tout collaborateur ne va pas venir immédiatement au niveau de la compétence attendue. Il va falloir un certain temps par rapport à ça. Et c'est à peu près évident pour tout le monde. Un collaborateur qui arrive dans l'entreprise ou qui prend une nouvelle mission, qui prend un nouveau service, qui prend un service en management ou n'importe, il va d'abord être très faible dans la compétence qu'on attend de lui. Il va progresser, j'espère, assez vite en fonction de la formation que vous mettez en place, de l'accompagnement, de sa compétence, etc., pour arriver à un moment au niveau attendu. J'ai mis T1, T2, T3, ça peut être les 3 premières semaines, ça peut être les 3 premiers mois, les 3 premiers trimestres ou les 3 premières années. Ça va dépendre du sujet. Mais on est bien d'accord qu'il va y avoir une progression comme ça. Ce que je veux souligner, c'est que ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent: «Ah ben, première année, premier mois, enfin T1 en tout cas, oh là là, je vais lui mettre insuffisant parce qu'il est au démarrage et c'est normal. Il ne sait pas. Et puis en T2, on verra bien. Et puis il faut laisser une marge de progression». Pour certains d'entre vous, vous allez dire: «Bah oui, mais c'est assez logique». Bah oui, c'est aussi logique que si je disais à un enfant: «Écoute, tu es en 6e, alors je vais te mettre 2 ou 3 sur 20 en maths toute l'année».
Parce que de toute façon, si on compare avec le niveau que j'attends pour le bac, tu es très, très loin. Donc normalement, cette année, tu vas avoir 2-3, l'année prochaine, tu auras 3-4, puis comme ça, étape par étape, arrivé en terminale, tu arriveras à 20, ce qui est normal. On fait pas ça, évidemment. On va noter le niveau qu'on attend de la personne au moment où on l'évalue. Donc un enfant qui est en sixième, s'il sait ce qu'il a à faire, il va avoir 14, 15, 20, parce qu'il maîtrise son sujet. Le sujet est bien sûr bien plus simple, mais c'est ce que j'attends de lui en sixième. Donc je mesure ce que j'attends de lui en sixième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un collaborateur qui est sur cette courbe, si sa progression, les résultats, les indicateurs qu'on suit sont sur cette courbe, bah, il est au niveau attendu. Il est tout à fait débutant au T1, il est tout à fait débutant en T1, mais j'espérais pas mieux en T1. Donc, il est au niveau attendu. En T2, il a progressé, mais il n'est pas encore au niveau que j'attends. Bah oui, mais il a déjà progressé, comme je l'espérais, pas plus, pas moins. Donc, il est au niveau attendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont par contre être en dessous de cette attente, il faut surtout pas dire bon, bah, on verra bien, j'espère qu'il va rattraper, on va se laisser du temps. Non, 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 surtout pas. On vient de constater que la personne était en dessous du niveau attendu. Ah, c'est justement à ça que sert l'entretien. Il ne s'agit pas de sanctionner, il s'agit de venir en aide. On vient de faire un point, on se rend compte qu'il y a un décalage entre ce que j'attends de toi et ce que tu me donnes aujourd'hui. Vite, mettons en place un accompagnement, une formation, un coaching, un binôme, ce qu'il faut pour rattraper ce retard. Et plus on va le faire tôt, ben moins il y aura de conséquences, parce que l'écart sera moindre à rattraper. Donc il y a un besoin de formation quand on est en 1 et en 2. Et si on est en 4, ben c'est que probablement on a un collaborateur qui surperforme, fait mieux que ce qu'on espère, c'est très bien. Attention, de se dire, ah bah c'est super, moi j'ai que des collaborateurs qui sont en 4, qui sont au-delà des attentes. Ben, si ils sont au-delà des attentes, ils risquent de s'ennuyer. Entre la compétence qu'ils ont et moi ce que je leur demande, ben, s'ils s'ennuient tous les jours, à un moment ils vont aller chercher ailleurs. Donc avoir un collaborateur qui est au-dessus du niveau attendu, c'est probablement qu'il faut réfléchir avec lui aux évolutions possibles et comment on va l'accompagner vers ces évolutions. Attention, avoir quelqu'un qui est surdimensionné, avoir un bac plus 5, un bac plus 10 et un bac plus 18 pour être chef de rayon dans un supermarché ou pour être responsable des caisses, vous risquez d'avoir quelqu'un qui dit à un moment je m'ennuie et qui va aller voir ailleurs. Chercher des compétences qui soient adaptées. J'aime à dire quand vous rentrez d'une bonne journée, si vous regardez bien, qu'est-ce qui fait que vous avez passé une bonne journée? C'est pas que vous n'avez pas bossé, c'est certainement que vous avez beaucoup bossé, mais vous avez fait beaucoup de choses en rapport avec ce que vous savez faire. Vous avez maîtrisé le sujet et comme vous avez fait des choses que vous savez faire, quelque part, c'était assez facile, intéressant et facile. Si on m'a demandé des choses en dessous de mon niveau de compétence, bah, c'était très facile, je me suis un peu ennuyé. De temps en temps, il faut le faire, c'est pas un problème. Et si je dois le faire souvent, ça va commencer à m'embêter, voire je décrocher. Si on m'a demandé un truc un peu au-dessus de mon niveau de compétence, bon, c'était un challenge, je l'ai pris, ça m'a fait un peu progresser. Si l'écart est trop grand, on retombe encore une je ne sais pas faire, on me demande quelque chose que je ne sais pas faire, ça me met la pression. Ok, encore une fois, c'est assez logique. Quelque chose, encore une fois, sur un autre point sur lequel je voulais insister, et qui a été largement expliqué, débattu avec les chefs d'entreprise cette semaine, c'est le lien avec le salaire. Qu'est-ce que m'ont dit les gens? Et c'est quelque chose que vous avez certainement vécu. J'ai mon collaborateur qui est sur cette courbe 3 et qui a bien progressé, très bien. Il est arrivé, au niveau maintenant et on est en T3. Il a atteint le niveau attendu. On met sur son évaluation que c'est le niveau attendu. Il voit qu'il a progressé, il va vous dire: «Bon alors, ça tombe bien maintenant qu'on est là et qu'on en parle, est-ce qu'on pourrait, éventuellement envisager, une prime, une évolution de salaire, une augmentation?» Il ne faut pas hésiter à souligner à ce collaborateur que s'il est conscient qu'il a progressé et que maintenant il est au niveau attendu, bah, ça sous-entend quand même qu'avant il n'était pas au niveau attendu et pourtant, je l'ai payé comme s'il y était. J'ai tenu mon engagement, j'ai tenu mon contrat. Donc maintenant qu'il est formé, il devient la personne dont j'avais besoin et que j'attendais. Il remplit enfin sa part de contrat. S'il vous plaît, faites constater à vos collaborateurs que si c'est le cas, ben, ils aient au moins l'honnêteté de rattraper l'investissement qu'on a fait sur eux et après on verra bien. Une prime se mérite quand, ce qui a été apporté, crée une richesse supplémentaire. Une prime se mérite quand ce qui a été apporté crée une richesse supplémentaire et je crois qu'il faut partager cette richesse créée. Mon collaborateur a produit plus de pièces que d'habitude, je vais pouvoir vendre plus, je vais faire plus de marge. Super, il faut que je partage ça avec mon équipe. Mon collaborateur a fait des pièces magnifiques, il les a travaillées plus que ce qu'on attendait, il est au-delà des attendus et en termes de qualité et tout, c'est tip top. Mais de fait, il en a peut-être fait comme les autres, voire moins que les autres, je ne vais pas pouvoir l'augmenter. Techniquement, économiquement, j'ai pas les moyens, j'ai pas vendu plus de pièces, j'ai vendu des très belles pièces, je les ai pas vendues plus cher, j'en ai pas vendu plus. J'ai pas rentré d'argent, il y a pas de prime possible. Je ne demande pas des choses exceptionnelles aux gens, je demande à ce qu'ils fassent ce pourquoi on les a embauchés et qu'ils le fassent bien.
tout simplement. N'hésitez pas à expliquer ça, surtout à ceux qui démarrent. Et si on veut une augmentation, bah, c'est souvent lié à une responsabilité supplémentaire. Si on a une augmentation, c'est lié à une responsabilité supplémentaire. C'est de l'encadrement, c'est du contrôle supplémentaire, c'est de la formation. Mais qu'est-ce que je fais en plus régulièrement, lié probablement à ma compétence attendue et probablement à ce que je dépasse en termes de compétences, qui va faire que je vais pouvoir créer de la richesse de manière régulière. Je deviens formateur. Grâce à mon travail de formation, je fais grandir en compétences techniques. On ne parle pas de management, mais déjà compétences techniques. L'ensemble des gens qui m'entourent, l'ensemble des gens autour de moi produit mieux, à moins de déchets, à de meilleures qualités, plus de satisfaction client. On se développe, on grandit, c'est grâce à moi. Et donc, il est normal que j'ai une part. Mais j'ai créé une richesse supplémentaire permanente. Et je suis responsable de cette richesse permanente. Si maintenant j'ai pris le poste et que la qualité s'améliore pas, j'ai rien apporté à l'entreprise. Et là, il faut revoir le système. Donc, je voudrais revenir sur quelque chose d'assez simple, mais si vous avez bien déroulé l'ensemble des compétences, vous avez pris votre fiche de poste et vous avez tout listé, toutes les compétences, vous avez fait le point avec votre collaborateur. Alors, j'ouvre une parenthèse tout de suite, mais ah ouais, mais ça risque d'être très très long. Oui, un bon entretien annuel va durer 1 heure et demie à 2 heures. Soyez bien conscient de ça. Un bon entretien annuel, c'est 1 heure et demie à 2 heures. Les premiers entretiens vont être plus longs que les suivants. Vous sous-estimez l'envie de vos collaborateurs de vous parler. Probablement que vous n'avez pas assez écouté vos collaborateurs. Et là, vous allez leur donner une ouverture, une fenêtre particulière sur laquelle ils vont pouvoir s'exprimer. Ils vont parler. Et ils ont plein de choses à raconter. Donc ça, encore une fois, je vous renvoie à la formation. C'est un vrai sujet. Comment on organise le temps, le nombre d'entretiens qu'on va faire sur une semaine. On ne peut pas en faire trop parce que ça va vous consommer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Mais c'est important de donner du temps, c'est un vrai investissement. Donc on a scanné toutes les compétences, on a vu tous les points avec le collaborateur, et qu'est-ce qui va ressortir? On va avoir des sujets, alors la grande majorité, on va dire, il est au niveau attendu, nickel. On va avoir pas mal de points où il est au-delà des attendus, super, attention, il faut anticiper la suite, qu'est-ce qu'il peut attendre, qu'est-ce qu'il peut espérer pour la suite. Et puis on va avoir quelques points où il va être en dessous des attendus, voire au niveau insuffisant. On va en sélectionner 3, 2, ouais, 4, c'est vraiment le maximum. Parce que c'est ces sujets-là sur lesquels il va falloir mettre une formation, mettre un accompagnement. C'est là-dessus, il va falloir faire grandir le collaborateur. 2, 3, alors vous allez me dire: «Ouais, mais s'il est nul», ben, s'il est nul, vous avez mal recruté ou vous avez mal formé. En tous les cas, vous n'allez pas pouvoir tout rattraper en une seule fois. Si vous voulez aller trop vite, vous allez le faire trébucher, vous allez le faire exploser. Donc c'est pour ça que je dis: on va se concentrer sur un, 2, 3 sujets, plus ou moins compliqués, plus ou moins importants, qui vont devenir les objectifs de cette année. Les objectifs notés dans l'entretien annuel pour le collaborateur sont des objectifs de développement de ses compétences. Et on va suivre ça et on va l'accompagner. Et donc, le dernier conseil que je vous donne pour aujourd'hui, c'est que sur ces objectifs qu'on définit, alors ils se définissent d'eux-mêmes, hein. On vient de voir qu'il y avait un trou dans la raquette, et le collaborateur reconnaît lui-même qu'il est en dessous de l'attendu. Donc l'objectif, il se définit assez facilement. Très très souvent, on va vite réfléchir aux moyens qu'on va mettre en place pour compenser, rattraper ça. Le problème, c'est que quand on veut rattraper ça, on va penser solution, alors qu'on n'a peut-être pas d'abord pensé à tous les éléments. Et un élément que je vous donne de penser en premier, c'est l'indicateur de suivi. Comment vous allez savoir que votre collaborateur a atteint l'objectif, a rattrapé son retard, et comment vous allez pouvoir mesurer sa progression. Si vous ne mettez pas un indicateur, vous allez attendre la fin de l'année suivante pour voir l'écart, la réussite, l'échec entre ce que vous avez attendu et puis ce que vous lui avez demandé. Ah, ben, il n'a pas réussi à progresser comme on voulait. On a perdu un an. Si par contre vous avez des indicateurs et vous savez qu'un collaborateur va mettre 6 mois entre son niveau aujourd'hui et le niveau que vous attendez de lui demain. 6 mois. Et vous savez que sa progression va être relativement linéaire parce qu'il va falloir faire un point. On peut faire un point tous les 2 mois et tous les 2 mois, on pourra voir comment il a progressé. Si vous avez défini un indicateur, lui-même, quand il vient dans votre bureau, sait déjà par rapport à cet indicateur s'il est au rendez-vous, s'il est en avance, s'il est en retard. Et encore une fois, c'est pas une punition, c'est pas un jugement, c'est juste un indicateur. Le résultat est un indicateur. Je suis en avance, super. Je suis pile où est-ce qu'on avait prévu, super. Je suis en retard, ah, peut-être il faut qu'on corrige quelque chose parce que c'est notre premier contrôle au bout de 2 mois. Il nous reste encore 4 mois avant d'atteindre l'objectif. Si on a déjà pris un peu de retard, on peut encore le corriger et rattraper. Si j'attends tout simplement d'arriver tout à la fin, ce sera juste pour constater l'écart et l'échec qu'on a pu avoir par rapport à ça. Voilà, c'était plusieurs points. Encore une fois, j'insiste, ne prenez pas cette vidéo comme quelque chose d'exhaustif sur l'entretien annuel. Surtout pas. C'était des grandes idées pour au moins, j'espère, pour certains, peut-être vous faire réagir en vous disant mais c'est pas du tout comme ça que je perçois l'entretien, c'est pas comme ça que je le fais aujourd'hui, et j'espère vous donner un éclairage différent. Ça, c'est le seul intérêt. Comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas la vérité. Ce que je vous dis n'est pas la vérité absolue. C'est mon point de vue que j'ai basé sur mon expérience, sur les choses que j'ai appliquées, sur les choses que je vois avec les entrepreneurs aujourd'hui. Et c'est pour enrichir votre propre point de vue.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je dirais même si vous n'êtes pas d'accord, ce sera encore plus intéressant. Vous avez un point de vue qui n'est pas le même que le mien. Donc on va peut-être s'enrichir. Je dis «on» parce que si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas d'accord? Contactez-moi, j'en serai ravi. Personne n'a la vérité. La vérité n'est que temporaire et aujourd'hui, cette vérité, elle évolue très vite. Donc renseignez-vous, regardez comment vous faites, comment les choses doivent évoluer, adaptez-vous, demandez de l'aide si c'est nécessaire. N'hésitez pas, j'en serais vraiment ravi, mais ne vous bloquez pas sur vos croyances. Vos croyances commencent à être dépassées. Si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous êtes dans votre fonction de dirigeant, dans votre fonction de manager, je suis désolé de vous dire que les choses ont beaucoup bougé. Il y a eu un avant Covid, il y a un après Covid, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. On peut parler des générations, des différences de culture. Il y a beaucoup de choses qui se passent et probablement que ce que vous avez appris il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans est déjà partiellement dépassé. Certains d'entre vous ont certainement déjà évolué et voient très bien ce que je veux dire. Et puis pour d'autres, c'est peut-être plus compliqué. Demandez de l'aide, ne vous enfermez pas. Vous avez fait de votre mieux jusqu'à maintenant. Si vous n'arrivez pas à faire plus, si vous avez des problèmes au quotidien, si vous commencez à avoir des aigreurs d'estomac, si vous dormez mal la nuit, si vous perdez l'appétit, c'est que probablement vous avez besoin d'aide. N'attendez pas, je serais ravi de vous aider pour tout ça. C'était Damien Arriard pour Vitre Concept.